Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques. Allô, toi, là-bas, qui m'écoute. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu passes une belle fin d'année parce qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes fin 2022. Et en fait, l'objectif de celle-ci, c'est de faire une petite rétrospective 2022 de mes jeux qui m'ont particulièrement marqué, ou plutôt de mes découvertes. Vraiment, les 10 découvertes qui m'ont marqué en 2022. Il ne s'agit pas il ne s'agit pas non plus d'une liste vraiment exhaustive dans laquelle le troisième est assurément meilleur que le quatrième. C'est pas vraiment là que je veux en venir. L'important, c'est de simplement partager ces découvertes-là avec vous. Et pour que ce soit bien clair, qu'est-ce qui décide en fait pourquoi est-ce que ces livres-là se retrouvent dans ce top-là de fin d'année? C'est soit, entre autres, par l'écriture du livre, par l'intention des auteurs, par le visuel, que ce soit aussi par l'histoire qui est véhiculée, les outils qui sont proposés dans l'ouvrage, et aussi également, on va dire, ce petit quelque chose de plus. C'est peut-être Maybelline, mais c'est le petit quelque chose qui vient me chercher, qui est très subjectif, qui est très comme que j'aime beaucoup personnellement. Et il s'agit bien sûr d'ouvrages de jeu, mais pas que. Dans le fond, ça peut être un module, un supplément. Ça peut être, c'est pas obligé d'être le core book, le livre de base d'un jeu. Et ce n'est pas non plus des livres qui sont uniquement sortis en 2022. Ça peut être sorti plus tôt, mais moi, je les ai découverts en 2022 tout simplement. Fait que, regarde, pour vrai, là, au final, c'est quoi ce top-là? C'est un peu le bordel, c'est pas grave, on est là pour avoir du fun. Fait qu'on commence sans plus attendre avec mon numéro 10. Le numéro 10, il s'agit de The Between, du Gauntlet, que j'ai déjà parlé sur la chaîne lors de mon top PBTA, et également aussi lors d'un excellent actual play que j'ai fait avec ma collègue Marika. C'est un jeu qui est powered by the Apocalypse, c'est-à-dire qu'il utilise justement les 2d6, un PBTA, et qui est très dans la narrative, très sur l'imaginaire, très sur la collaboration, création entre les personnages et le maître de jeu. Pourquoi est-ce qu'il se retrouve dans ce top 10-là? C'est parce que de prime abord, je commençais à être un peu fatigué de les mécaniques PBTA. Je m'attendais à ne pas être tant renversé jusqu'à tout récemment, jusqu'à ce que en fait, je découvre The Between, qui est un jeu que j'ai découvert vraiment début 2022. C'est un jeu qui a une ambiance très victorien, horreur, un peu à la Penny Dreadful, là, pour ceux qui ont écouté la série, tu sais, Dracula avec l'excellent Keanu Reeves. Non, c'est pas vrai, c'est un de ses pires rôles, mais c'est une ambiance vraiment victorienne, fin 1800, début 1900, avec laquelle vous incarnez des personnages qui tentent de renverser des machinations qui se déroulent justement dans Londres victorien de ces années-là. Vous incarnez... En fait, c'est ça aussi qui fait la richesse de ce jeu-là, je trouve, c'est que tout comme tout bon PBTA, il y a des playbooks, qui sont des classes, et les classes sont excessivement, je trouve, originales. Ce n'est pas... c'est pas juste comme... le gentilhomme ou la dure à cuire. Non, ils sont vraiment très... Et ça, c'est une qualité des Power by the Apocalypse, c'est qu'ils sont très ancrés dans leur contexte. Fait que pour ça, je les ai trouvés vraiment, vraiment rafraîchissantes. Et aussi le fonctionnement de l'Arc Nemesis, qui est un peu l'espèce de Moriarty que le maître de jeu peut créer en début de campagne, qui suit un peu les joueurs pendant toutes leurs péripéties, sans non plus oublier la manière que c'est écrit, les enquêtes, les intrigues, comment est-ce qu'ils sont mis sur papier. J'ai trouvé ça que c'était du génie. C'est vraiment pour moi, c'est une inspiration à ce moment-là. Je trouve vraiment qu'ils ont la manière que ça a été cadré, la manière que ça a été expliqué pour présenter les scénarios sur une page. Je trouve que c'est du bonbon. Fait que c'est pour ça, en fait pas The Gauntlet, mais The Between par le Gauntlet, mon numéro 10. Mon numéro 9, un autre jeu que j'ai découvert assez tôt en 2022, un jeu qui m'a fait apprécier par la suite les autres jeux du même auteur. Il s'agit de Fléau d'Alexandre Kobayashi. J'ai vraiment un amour profond pour le Black Hack, même si le Black Hack à la base je ne suis pas fan, mais toutes les mécaniques de D20 avec une possibilité c'est du roll under comme on l'appelle, c'est-à-dire rouler en dessous. Je trouve que c'est super facile à prendre en main sans pour autant être trop simple en quelque sorte. Et Fléau a toutes les qualités, je trouve, d'un bon livre de Kobayashi, c'est-à-dire que de prime abord, c'est écrit de manière succincte, c'est vraiment comme précis, c'est concis.
et ça permet d'aller droit au but sans être trop simpliste dans son écriture. Et deuxièmement, eh bien, ça reprend justement ces mécaniques-là que j'apprécie beaucoup en les intégrant ou plutôt en les collant à l'ambiance, la thématique du livre, qui est ici en fait une espèce d'ambiance un peu à la Warhammer-esque, renaissance médiévale, high fantasy sale, où il y a une grande différence de classe entre les gens de la société. Et pour moi, ça a été pour vrai, c'est juste une réussite. Il y a comme pas de... Il n'y a pas de gros points négatifs que je peux dire de ce livre-là, et c'est ça qui m'a vraiment, vraiment marqué. Et même si au final, je suis un grand enthousiaste, je finis par apprécier un peu pas mal tout, mais il réussit à se sortir du lot pour ce qu'il offre. Et c'est sûr que si j'anime, par exemple, un scénario de Warhammer que j'ai bien apprécié il y a quelques années, ben je vais potentiellement prendre Fléau au lieu de prendre Warhammer, parce que je trouve que le système est juste plus plaisant pour moi, tout simplement. Numéro 8. Mon numéro 8, il s'agit justement, oh, surprise, ce n'est pas un jeu, eh bien c'est un supplément, c'est une aventure d'un jeu que j'ai déjà amplement parlé sur la chaîne. Il s'agit de The Doom That Came to Christmas Town de DCC, pour DCC, une aventure en fait de niveau 2, écrite par Mario Muscadet. Alors, je ne sais pas si je le prononce comme du monde. Il s'agit en fait d'une aventure. Ce que j'aime beaucoup de Dungeon Crawl Classic, les Goodman Games, c'est qu'ils sortent à chaque année des aventures qui sont thématiques à une fête. À l'Halloween, ils vont sortir un scénario d'horreur. À Noël, justement, ils sortent un scénario de Noël. Ils en sortent un aussi pour la Saint-Valentin, etc., pour les fêtes. Et The Doom That Came to Christmas Town, je pense que c'est mon préféré de, justement, tous les modules des fêtes. J'ai trouvé que c'était à la fois des super bonnes péripéties pour des aventuriers de niveau 2, tout en mettant tout de même une belle emphase sur l'étrange et le bizarre, et même aussi le ridicule, parce que le but de ce scénario-là, eh bien, c'est de sauver la magie de Noël. Rien de moins, rien de plus. Et vraiment, belle exploration. Il y a comme des zones à découvrir, des étages d'un donjon à voyager, justement, à mettre sous lumière. Et à l'intérieur, eh bien, il y a plusieurs pré-tirés, des personnages qui sont préconstruits, qui sont proposés aux joueurs si jamais ils veulent les jouer. Et au travers d'eux autres, ben, il y en a qui vont s'éloigner un peu du très classique Dungeon Crawl classique avec les classes de base, comme par exemple, il y en a un, c'est Fireball, qui est un reine, littéralement un peu comme le petit reine au nez rouge, Rudolph. Il permet en fait d'avoir une petite lumière qui illumine sur son nez, puis il est quand même fort quand on regarde ses caractéristiques. Il peut comme embrocher avec ses serres et tout ça, fait que c'est bois. Donc, vraiment, The Doom That Came to Christmas Town, une de mes aventures préférées, sinon, je pense ma préférée que j'ai lue de DCC en 2022. Pour vrai, je l'adore et j'espère pouvoir la faire jouer bientôt potentiellement sur la chaîne, qui sait. Numéro 7. Mon numéro 7 est une de mes récentes découvertes que j'ai été, on va dire, enveloppé d'un désir de vouloir la jouer, j'espère un jour prochain. Il s'agit de Kidnap the Arc Priest, qui est un module qui est fait par Skirples, je ne sais pas trop comment dire. Il a fait entre autres The Tomb of the Serpent Gods ou Serpent Kings, je ne sais plus trop c'est quoi. En fait, c'est souvent des donjons assez OSR tout de même, qui sont très bien exploités tout en étant très minimalistes sur le visuel. Et encore une fois ici, bien, on ne déloge pas. Ça demeure qu'à l'intérieur, c'est en noir et blanc. Il y a quelques images ici et là éparpillées au travers de l'ouvrage, mais beaucoup de plans, beaucoup de maps, et aussi en fait une fichue d'histoire vraiment, vraiment cool. Parce que le concept de cette aventure-là, qui est à la base systemless, c'est-à-dire que vous pouvez adapter au système que vous désirez, c'est que il y a un archiprêtre, un Arc Priest, qui a décidé de défier une convocation à l'Empire, ou du moins à la capitale de le pays où ça se déroule. Au final, ça peut être transposé n'importe où. Et vous avez été choisi pour aller récupérer le pontife, récalcitrant, de préférence vivant, bien sûr. Fait que c'est vraiment conçu comme un heist, un genre de Ocean Eleven. On rentre dans une cité, on va chercher le prêtre, l'archiprêtre, et on revient avec, vivant de préférence. Fait que c'est une mission de diplomatie, de furtivité, de vol, de bluff, de ruse. C'est un module vraiment, je trouve, tellement pertinent sous son fond pour montrer c'est quoi
une bonne expérience de ce type-là, c'est-à-dire une expérience où est-ce que vous n'êtes pas dans un lieu où vous avez le gros bout du bâton, où vous êtes constamment dans un danger alors que vous devez trouver comment aller chercher ce prêtre-là, l'archiprêtre. Et au final, il y a tellement de manières de faire, il y a tellement de manières d'aller le chercher, il y a tellement d'outils à l'intérieur de ce volume-là pour pouvoir aller le récupérer et repartir avec. Pour vrai, c'est juste tellement bien foutu. Puis je suis en... Pour vrai, je suis en très, très, très grand respect pour l'auteur, pour la qualité de la manière qu'il a réussi à le créer, puis en fait, à laisser la possibilité à quelqu'un de le prendre et vraiment de le modifier comme il veut, de le mettre comme il veut, de l'imploser, de l'inclure dans son propre univers. Tout ça, c'est, comme ça le dit dessus, systemless et settingless. Ça veut dire pas vraiment d'univers, pas vraiment de système. Vous faites ce que vous voulez, juste une bonne idée de base qui est super bien exploitée pour un bonbon. Mon numéro 6. Le numéro 6, et j'en ai déjà parlé sur la chaîne dans mes débuts de coups critiques. Ça devait faire partie de mes premiers trésors cachés, je pense, à l'époque. Ça fait tellement longtemps que je suis là, je me sens vieux. Et au final, c'est un peu une triche parce que je l'avais déjà un peu lu en bonne partie. Mais ce que je trouve très cool, c'est qu'au final, l'auteur, Leo Hunt, a récupéré l'ensemble des petits zines qui sont sortis et a fait une version deluxe du jeu Vaults of Varn, qui est, mon Dieu, un livre de toute beauté. Vraiment, ça c'est comme un gros coup de cœur visuel avec les couleurs, tout est bleu et blanc à l'intérieur de l'ouvrage, une espèce de bleu foncé. Et c'est une ambiance. En fait, Vault of Varn, c'est... vous allez voir mon trésor caché. N'allez pas écouter ça, c'est dégueulasse. J'ai vraiment un visuel de pas très bon, puis je commence à m'y perdre un peu, là, mais ce jeu-là a un setting qui est... un univers qui est inspiré un peu par Moebius en partie, par, imaginez le Dune de Jodorowsky qui n'a jamais existé, pensez un peu à ça, mélangé un peu à la Mad Max, c'est du post-apo mais très flyé sur acide, vraiment avec des créatures qui ont 8 bras, des bonhommes avec des grosses têtes, avec différentes espèces qui se rencontrent, c'est très science fantasy, alors qu'on évolue dans l'univers, le monde de Varn, qui est un espèce de grand désert entrecoupé par des cités-états qui se font la guerre, et des créatures vraiment originales, un visuel qui détonne, des créations de personnages super plaisantes, des règles vraiment simples. C'est vraiment c'est juste un bonbon pour moi. En fait, l'affaire avec ce jeu-là, c'est que je pense pas que tout le monde va être attiré par le style, mais c'est que c'est tellement précisément un style que j'aime que pour moi c'était une réussite assurée, et c'est pourquoi il se retrouve cette fois-ci dans mon top 10 de l'année de mes découvertes, parce que c'est une compilation pour au final un jeu que j'adore. Numéro 5. Mon numéro 5, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais par écrit seulement, parce qu'au moment où je l'ai reçu, je suis viré un peu fou sa tête, puis j'ai commencé à comme vouloir le lire, puis à l'exploiter, puis à écrire des trucs dessus, puis à vouloir le montrer à plus de gens possible, parce que pour moi, c'était une belle révolution. Il s'agit en fait de Frontiers Come de Cal Drid, qui est un auteur que je connaissais déjà parce qu'il avait produit quelques petits suppléments pour Morborg, il me semble. Quelques petits, je suis plus sûr, mais je sais qu'il y en avait au moins fait un que j'avais lu, que j'avais beaucoup apprécié. Et en fait, Frontiers Come, c'est un espèce de mélange, un étrange mélange entre système entre Morborg et Black Axe, je trouve justement un drôle de mix qui donne au final un produit qui est vraiment très réussi, autant dans la forme que dans son fond. Visuellement, on dirait que tu lis un vieux catalogue des années comme fin 1800, alors que tu essaies de voir un peu qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce que tu veux acheter au marché. Est-ce que tu veux t'acheter des nouvelles bottes cowboy ou des choses comme ça, avec une espèce de visuel un peu détonné, là, juste pour vous montrer comme ça. Là. Ça donne vraiment une lecture intéressante. Je dirais pas que des fois il y a des informations qui me manquent pour comme que j'aille relire. C'est vrai, c'est écrit en tout petit quelque part, mais le reste est excellent. Et ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est que le Cal Druid n'a pas voulu, Monsieur Druid, monsieur qui a le nom de famille le plus badass, a voulu s'éloigner de l'histoire du Far West américain, et il propose plutôt un univers. Fait que ça se passe dans un espèce de Far West fictionnel qui n'est pas les États-Unis, qui est autre chose. Et ainsi, vous n'avez pas à vous casser la tête avec des uchronies ou avec des réalités de l'époque. Vous y allez un peu comme vous voulez, en gardant l'essence même d'un bon vieux western, ou plutôt comme il est marqué dessus, acid western, parce qu'au final, ben,
c'est un peu ça, c'est quand même assez flyé, puis vous jouez à l'intérieur la plupart du temps des bandits, parce que lorsque la création de personnage se fait, vous devez, entre autres choses, dire pourquoi est-ce que vous êtes recherché par les forces de l'ordre. C'est un de mes gros coups de cœur de l'année, une nouveauté que j'espère voir de plus en plus de suppléments apparaître au courant des prochains mois. Mon numéro 4, je ne l'ai pas encore physiquement, ça s'en vient tranquillement, mais pas vite, j'imagine. Les dernières nouvelles, les livres étaient en impression. Et c'est une drôle de bestiole. Il s'agit de Trophy Gold, et je vais mentionner son supplément The Lord of the Wolves. Trophy Gold, c'est comme je le mentionne, c'est une étrange créature, vraiment particulière, parce que je la mets là, mais au final, je trouve que je ne l'ai pas assez exploré encore et j'ai vraiment hâte de voir si, au courant des prochains mois, je vais éventuellement avoir tellement d'amour pour ce jeu-là. Ça semble s'enligner comme ça, mais on dirait que je vais comme continuer à l'essayer. Ça fonctionne avec un système de D6, un système de D6 qui a des couleurs différentes, donc souvent un D6 blanc, un D6 noir, et c'est un jeu qui va beaucoup passer sur ses mécaniques, sur des règles collaboratives, d'entente, en fait, on va dire de collaborative et de création partagée, souvent avec les joueurs et le DM, mais avec un bon fond très OSR, parce que la prémisse de base de Trophy Gold et de Trophy Dark, c'est comme 2 fois le même jeu, mais un peu avec une twist différente, c'est que c'est très défaitiste. Et ça, je pense qu'au final, ça lui tire peut-être un peu dans le pied. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont moins friands d'aller voir ce que ce jeu-là propose, parce que justement, on a de prime abord le fait, ou plutôt la réalité que nos personnages vont tranquillement s'en aller vers la destruction de quelque chose. On est des explorateurs, la plupart du temps, qui découvrons un lieu, une forêt, un segment, un donjon, et on est voué à la doom, on est voué à la mort éventuellement. Ça, c'est vraiment, surtout pour Trophy Dark, Trophy Gold, celui que j'attends physiquement, reprend cette base-là, mais veut un peu pousser peut-être un peu plus loin en permettant la survie peut-être des personnages. Et au-delà d'avoir un système quand même vraiment original, assez rafraîchissant, que j'ai pas vraiment vu souvent ailleurs, c'est qu'au final, vous lancez vos dés et vous devez avoir le plus haut sur vos D6 pour pouvoir accomplir une action. De prime abord, c'est assez simple et on a déjà vu ça 1000 fois, mais c'est le tout ensemble qui offre quelque chose d'assez unique. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant avec ce livre-là, en plus d'être foutrement beau, pour vrai, visuellement, c'est de toute beauté, c'est que il y a une belle personnalisation au final. Vous, en tant que personne, vous pouvez décider de faire un supplément, une aventure pour Trophy Gold. Et le jeu, bien qu'il possède sa prémisse, c'est-à-dire des explorateurs, des treasure hunters, des chasseurs de trésors qui vont à un lieu précis, il n'y a rien qui est plus éclaté ou plus élaboré que ça. Donc, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez avec le jeu. Vous pouvez faire des aventures qui se déroulent en dessous de la terre, ou dans l'eau, ou dans l'espace, pourquoi pas. Et c'est là où est-ce que j'en viens avec le supplément Lord of the Wolves, qui est ce qu'on appelle une trophy. S'ils appellent ça un trophy excursion, dans le fond, il me semble que c'est ça. Bref, c'est un peu leurs aventures, les modules qu'ils font par la communauté. Et une incursion, c'est vraiment, on découvre quelque chose à la même manière que veut la prémisse de Trophy Dark et Trophy Gold. Mais Lord of the Wolves transpose le tout dans les Appalaches des années 1800, fin 1800, pendant comme la recherche de l'or et on va dire le folklore de cet endroit un peu là, mythique dans les montagnes. Et c'est de toute beauté, mon Dieu Seigneur. Je suis tellement fan du visuel de ce module-là, avec du collage, des photos d'époque et tout ça. Je trouve que c'est tout bonnement une réussite de bout en bout. Et j'ai vraiment... Ça me donne le goût, en fait. Trophy Gold me donne le goût de créer, me donne le goût de faire des suppléments, de faire des aventures qui sont adaptées pour ce système-là. Et c'est pourquoi est-ce qu'il se ramasse, en fait, dans mon top 10. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous faire une vidéo plus en longueur sur ce volume-là. Un numéro 3, il s'agit de Fallen, de Perplexing Runes Games. Tabarnouche, j'ai les mots en anglais aujourd'hui. Un autre jeu que je n'ai pas encore physiquement, mais qui est en route. Il est présentement dans une boîte quelque part entre les États-Unis et ici, et il se déplace jusqu'à ma maison. C'est un jeu que c'est le plus récent du lot. C'est lui que j'ai découvert le plus récemment. Et pour vrai, lorsque je l'ai lu au complet, j'ai fait « Oh, les shit que c'est bon !» Autant justement, encore une fois, forme et fond qui, autant dans le ton, dans l'écriture que dans le visuel, c'est un monde surnaturel analogue du 17e, 18e siècle. C'est-à-dire qu'un peu à la même manière que Frontier Scum qui reprenait, on va dire, une espèce de Far West fantasmé,
Eh bien là, c'est un peu la même chose, mais au 17e, 18e siècle. Fait que vous pouvez l'adapter un peu comme vous le voulez dans un contexte qui ressemble à ces années-là, ou tout simplement le faire littéralement dans ces années-là, dans le vrai monde réel. C'est vous qui voyez, il n'y a pas de limite à ce moment-là. Imaginez, faites-vous une image dans la tête, OK? Il y a des diligences qui roulent sur des chemins boueux à travers le bois. Il y a la lumière de leur lanterne qui ballotte un peu alors que les roues commencent à rentrer puis à s'accrocher sur des petits cailloux. Il y a une petite brume vaporeuse qui commence à descendre la colline et il est vêtu d'un long manteau et d'un chapeau à tricorne éclaboussé et déchiré. Vous, votre voleur, le personnage que vous jouez, s'accroche désespérément à l'arrière du véhicule, bondissant en essayant d'éviter les crocs d'une créature qui essaie de se refermer sur vous. Et vous réussissez à vous enfuir parce que vous avez accompli en partie votre mission, c'est-à-dire ramener en toute sécurité le dernier archiviste et en connaissance des preuves accablantes que la duchesse de l'endroit est un monstre. Et pour vrai, quand j'ai lu ce livre-là, j'étais juste comme « Oh mon Dieu Seigneur, c'est un jus à carburant d'idées. C'est un jus à carburant de mise en pratique de l'ambiance un peu romanesque, gothique de ces années-là, avec un système 2d6 plus bonus qui n'est pas de classe. C'est très classless, il n'y a pas de genre, on est quoi, vous faites un peu ce que vous êtes, selon les, on va dire les statistiques et les caractéristiques que vous avez. Il y a des compétences également, un système de magie aussi qui est utilisé et aussi un système d'inventaire avec des cartes entre autres, mais rien de ça qui est obligatoire pour jouer, et des petits suppléments qui ont été sortis pour pouvoir créer en quelque sorte sur le fly un petit village du 17e, 18e siècle. Pour vrai, de bout en bout, ce jeu-là a juste été pour moi une merveilleuse découverte que je vais assurément faire jouer sur la chaîne au courant de la prochaine année, parce que c'est beau les jeux de rôle. Je trouve tellement qu'on a de la qualité qui se fait autant dans le grand cosmos que dans le plus indépendant. Là, il y a vraiment du stock incroyable, puis je me considère vraiment chanceux de pouvoir lire tous ces ouvrages-là, puis de pouvoir vous les partager. En fait, pour moi, c'est comme je suis un peu ému. Fait qu'au final, tu sais, Fallen, c'était mon numéro 3, et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous en parler plus. Mon numéro 2... Mon numéro 2, j'ai déjà fait une vidéo sur celui-ci plutôt, lorsque j'ai reçu le PDF, mais là j'ai reçu le livre physique. Et à mesure que je le lis, je me suis rendu compte à quel point est-ce que le lire en main propre, c'est une chose de plus que de l'avoir en PDF. Il s'agit de Cyborg. Cyborg, que vous connaissez peut-être déjà, que vous avez peut-être déjà entendu parler, que vous avez peut-être vu ma vidéo dessus. Cyborg est comme son homologue Morborg, fait par les mêmes auteurs, Joanne Nord, Christian Silent, de Stockholm Cartel, et ça reprend vraiment la base de Morborg, mais ça l'explose à un niveau qui ne se peut pas. Cyborg, c'est du cyberpunk, je vais le dire, c'est mon jeu de cyberpunk préféré en termes de mécanique et en termes d'idées. Dans ce livre-là, c'est une panoplie de tables aléatoires pour que vous puissiez créer à votre sauce, à votre manière de faire, vos aventures cyberpunk avec un système qui est tellement rapide, qui est tellement quick pour pouvoir permettre d'émuler des aventures d'action, d'aventure, de violence dans une ville vraiment comme boueuse et dangereuse où est-ce qu'il y a des méga corporations qui penchent leur grande ombre sur votre existence minable. Et je suis en train de m'emporter. Et pour vrai, juste pour ça, c'est une qualité exceptionnelle. Et là, l'avoir eu en main, commencer à lire, je me suis rendu compte à quel point est-ce que les auteurs derrière ont vraiment appris énormément entre Morborg et Cyborg pour pouvoir avoir la capacité d'émuler, pas d'émuler, plutôt de mettre en page, de faire la mise en page, d'expliquer comment le système, comment le jeu fonctionne, en gardant cette touche-là très Morborg-esque qui lui fait son charme, mais en ayant gagné en consistance et en écriture. C'est comme plus efficace, c'est plus concis, il y a plus de stock au final, le système est plus complet, il y a plus de règles, et il y a plus de tables aléatoires. Bref, c'est juste tout de plus. Mais là, on change. On n'est plus dans le Doom médiéval, mais là, on est vraiment plus dans le Doom cyberpunk. C'est une expérience incroyable. Et je pense pas que je vais me remettre un jour de ce livre-là. Je vous le dis franchement, je m'en remettrai jamais. Et finalement, mon numéro 1. Mon numéro 1, c'est c'est un jeu que j'ai déjà fait jouer sur la chaîne, que je n'ai jamais présenté dans une vidéo, parce qu'au final, c'est assez petit, mais ça regorge d'incroyable. Il s'agit de Liminal Horror, ou en français, Horreur Liminal. C'est un jeu qui a été fait par Goblin Archive,
que j'ai découvert au courant de 2022 via Exalted Funeral. Je l'avais acheté en ligne. Et la prémisse était jouer l'horreur moderne inspirée par Junji Ito, inspirée par les autres auteurs, Joe Hill, les auteurs d'horreur d'aujourd'hui. Et je trouvais ça intéressant parce que on entend beaucoup parler de l'Appel de Cthulhu, tous ces jeux-là, puis les grands, on va dire, maîtres de l'horreur dans les gros volumes. C'est Appel de Cthulhu, Cult, Chill qui est sorti il y a quelques années, il y a eu même à la limite Vampire et tout ça. Et je trouve ça intéressant de toujours aller voir un peu qu'est-ce qui se trouve dans le plus, vraiment le petit indépendant minuscule. Et ce qui fait la force de ce jeu-là, selon moi, c'est non seulement ces règles qui tiennent sur une page et demie, mais c'est aussi tout simplement à quel point c'est facile de les prendre et de faire exactement ce que vous voulez avec. Les règles de Liminal Horror, c'est les règles du jeu Cairn, j'ai ce mot-là, Cairn, on va dire ça, Cairn, qui est un mélange entre Into the Odd et Knave. Fait que ceux qui ont déjà joué à Mouse Ritter, peut-être que ça vous dit quelque chose, il y a une base de ça là-dedans, avec un système de magie qui est assez manipulable, modulable, selon vous voulez. Et ce qui m'a vraiment comme charmé, c'est non seulement le fait que dès que je l'ai lu, j'ai fait « OK, tel scénario d'horreur que j'aurais aimé ça mettre en système, je vais prendre ce système-là, parce que ça se fait de même, ça se fait d'un claquement de doigts. » De transposer une idée que vous avez, de lui rajouter les mécaniques nécessaires et que ça soit jouable et que ça soit le fun à jouer sur une table, c'est Liminal Horror qui me permet de le faire d'une rapidité et d'une efficacité que je ne pensais pas encore avoir jusqu'à aujourd'hui. Il y a un système qui n'est pas de la santé mentale, qui est plus comme un système de stress, qui fait en sorte qu'à mesure que le jeu avance et à mesure que le personnage va manquer des jets à ce niveau-là, va commencer à perdre un peu contrôle de son personnage et éventuellement justement avoir des blackouts ou perdre complètement la carte. Et c'est tellement facile d'y intégrer des règles optionnelles sans casser le jeu parce que le jeu n'est pas fait pour être optimisé mécaniquement parlant et vous ne pouvez pas le casser. Si vous cassez ça, c'est parce qu'au final, vous détruisez la prémisse de base, qui est jouer quand même des humains normaux à un certain point dans un contexte horrifique. C'est le système que j'ai utilisé pour la dernière partie de Channel Fear que j'ai faite sur la chaîne, entre autres choses. Le refuge de l'art, je vous conseille d'aller voir ça. Vous allez voir, c'est un système qui est roll under, c'est-à-dire lancer des 20 le plus bas possible. Et j'ai rajouté des mécaniques dedans. J'ai rajouté des mécaniques qui n'avaient pas appris ma barre dans le jeu. Et ça s'est super bien passé, ça s'est fait numéro 1. Fait que, pour vrai, ça c'est un bijou d'une incroyable force. Et aussi en plus, parce que je voulais le mentionner, chose que je trouve important de regarder lorsque je suis intéressé par un jeu, c'est de voir aussi la communauté qui est derrière. Et Liminal Horror a une communauté qui est vraiment intéressante puisqu'elle est très productive, elle est très prolifique, elle est très motivée. Fait que les gens sortent des suppléments, les gens sortent des pamphlets, des dépliants, des aventures, name it, ce que vous voulez, à un bon rythme et les personnes sont très très ouvertes aux commentaires, à discuter, échanger, se lancer des idées, voir qu'est-ce qui peut être fait, genre je vais le jouer un soir. Fait que pour vrai, allez voir ça. Allez voir ça, puis tenez au courant, peut-être qu'en 2023, il va y avoir quelque chose de spécial avec ce livre-là en français, qui sait, je ne veux pas trop en dire, mais on se tient au courant. Hey, on se tient au courant. C'était mon numéro 1. Mon numéro 1, Liminal Horror. Et je voudrais seulement mentionner aussi que il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres que j'aurais voulu mettre dans le top 10, que je trouve qu'il valait la peine, puis que je vais quand même mentionner rapidement, parce que je trouve qu'il y a des mentions honorables qui doivent être données. Entre autres choses, Brancalonia, pour la 5e édition de Donjons Dragons. J'ai été... qu'un univers puisse me redonner le goût de jouer à la 5e, c'est fort et je trouve qu'ils ont très bien transposé l'esprit western spaghetti italien et adapté un peu les mécaniques pour que ça colle vraiment bien au thème. Bravo au créateur de ça. Même chose pour All Breach de Mothership, qui est un espèce de grand compendium, un peu la manière de Nock des Merry Mushmen, mais cette fois-ci uniquement pour Mothership. Fait que plein de personnes dedans qui ont participé et qui offrent plein de choses, de visuels pétés, flyés, différents, des suppléments, des monstres, des créatures, des idées pour pouvoir émuler le genre horrifique spatial. C'est incroyable. Ça, c'est vraiment un super supplément. Et finalement, parlant de Nock, parlant des Merry Mushmen, dernière mention que je veux dire. Le bestiaire folklorique des Merry Mushmen. Pour vrai, les gars, encore une fois, vous avez fait un travail de feu. Je suis complètement sous le charme. C'est vraiment dans les plus beaux ouvrages qui se fait, je trouve, en termes de jeu de rôle. L'équipe du Merry Mushmen
ont vraiment une twist bien à eux. Et je voulais au moins le mentionner. Pour vrai, c'est une très très belle découverte pour 2022, encore une fois. Fait que, hey! Merci à tout le monde. Je suis en train de m'étouffer. Merci à tout le monde. Merci aux personnes qui commentent. Merci aux personnes qui laissent des pouces vers le haut. Merci aux personnes qui s'abonnent. Pour vrai, c'est toujours tellement apprécié. J'ai vraiment hâte de voir ce que 2023 me réserve. J'ai déjà plusieurs jeux qui me font de l'œil, qui s'en viennent en 2023, que je suis juste comme genre... Arrivez vite! Et je suis impatient de vous en parler, de vous présenter toutes ces belles choses-là qui s'en viennent. Et marquez en commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez, c'est quoi votre top de l'année, c'est quoi vos découvertes? Mettez ça en dessous, dans les commentaires, plus bas, là, juste ici, puis je vais les lire, c'est sûr et certain, je vais même peut-être vous répondre, parce que j'aime ça jaser, je jase tout le temps. Et pour les autres, eh bien, on se dit, on se revoit en 2023!